Les monstres existent. Terrés dans l'ombre, leurs crocs acérés n'attendent qu'un instant d'inattention. Que de disparaître du coin de nos yeux, que l'on se dise que ce n'était sûrement rien, avant de plonger sur nous. Crier ne nous sauvera pas, mais nos hurlements de terreur, alors que l'ivoire déchire notre chair, serviront d'avertissement à tous ceux qui les entendront depuis le confort de leur chaumière, au coin du feu, à l'abri. Ne sortez pas, restez au chaud, fuyez les recoins sombres, car les monstres existent. L'horreur, l'épouvante, c'est un genre d'histoire qui, comme tous les grands genres, vise à susciter une réaction émotionnelle chez son public. Si la comédie fait rire, la tragédie pleurer, l'horreur fait trembler. Ce sont des histoires qui font peur, et étonnamment, on apprécie ce frisson, on va même jusqu'à le chercher, volontairement. La peur, pourtant, c'est un instinct de survie, un état de stress. Un cocktail chimique qui accélère le rythme cardiaque, hérisse les poils, focalise l'attention, donne des sueurs froides, relâche même parfois les sphincters. Rien de bien agréable en principe. Pourtant, on ne peut pas s'en empêcher, on y revient. Que ce soit au coin du feu, à se raconter des histoires de fantômes, dans les pages d'un livre hanté par des créatures de la nuit, dans une salle obscure à regarder des groupes d'adolescents se faire massacrer par un outil de sylviculture, ou même sur YouTube en plongeant dans des bureaux vides. Je ne juge pas, on ne choisit pas ce qui fait peur, et je peux comprendre la terreur associée au monde de l'entreprise. Le fait est qu'on aime les histoires qui nous font peur, et vous allez le voir dans cette vidéo, on les aime depuis très longtemps. Ensemble, nous allons plonger dans les racines de l'horreur, des ténèbres d'une forêt obscure au sourire carnassier d'un prédateur, des monstres gothiques aux créatures métaphoriques, pour comprendre comment l'horreur a évolué aux côtés de la civilisation et quel rôle ces histoires ont pu jouer et jouent encore dans notre monde. Mais avant cette plongée dans les abysses, je vous laisse avec un petit message de notre sponsor et on se retrouve de l'autre côté du miroir. Cette vidéo vous est présentée en partie par CyberGhost VPN. Depuis le temps que je vous le dis, vous le savez, j'utilise tous les jours leur VPN pour sécuriser ma connexion internet. Petit rappel, un VPN ou réseau privé virtuel, c'est un moyen efficace de parcourir anonymement les moindres recoins d'internet, en toute sécurité. En utilisant CyberGhost VPN, vous masquez votre adresse IP, vous chiffrez vos données et tout votre trafic internet passe désormais par un tunnel sécurisé. Vous pouvez utiliser la géolocalisation pour vous connecter via une IP belge et regarder les courses auto et moto sur la RTBF par exemple. Cette fonctionnalité vous permet également de débloquer les contenus restreints géographiquement sur plus de 40 plateformes de VOD, que ce soit Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou plein d'autres. CyberGhost VPN est disponible sur Windows, iOS, Android et n'importe quel autre système d'exploitation. Vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps avec un seul abonnement afin de partager le service avec votre famille et vos amis. Vous pouvez ainsi rattraper les derniers animés de la saison sur votre ordinateur pendant que votre maman se fait l'intégralité de Bridgerton sur la télé du salon. CyberGhost a plus de 38 millions d'utilisateurs et une note excellente sur Trustpilot, alors vous pouvez leur faire confiance. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas un instant, suivez mon lien dans la description ou le commentaire épinglé et profitez d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits. Seulement 2 € par mois. Si ça ne vous convient pas, vous avez 45 jours pour vous faire rembourser et en cas de problème, il y a un support en français disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. C'est le moment ou jamais, cliquez sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé. La peur est une émotion primaire, elle nous sert à répondre au danger, soit par le combat, soit par la fuite. Tous les symptômes physiques de la peur servent à ces deux stratégies de survie. Le cœur s'accélère pour faciliter l'effort physique. Les sphincters se relâchent littéralement pour nous alléger dans la course. Les poils se hérissent pour nous faire paraître plus imposants. On crie pour effrayer l'adversaire. On sue pour projeter des phéromones qui indiquent notre agressivité. Tout ça, c'est la conséquence d'une réalité du monde naturel. Nous sommes des animaux et donc potentiellement des proies. La peur primaire, c'est celle de se faire dévorer par notre prédateur. Nous avons encore aujourd'hui les stratégies de survie qui nous permettaient de ne pas nous faire bouffer par des tigres à dents de sabre. Ces derniers ont disparu il y a bien longtemps, mais la peur est restée. Et avec les histoires de ces monstres qui viennent la nuit dévorer nos enfants. Toutes les civilisations connues ont des histoires de monstres et ce folklore est sans doute à l'origine de toutes les histoires d'horreur. Dans le monde antique, le monstre tient du divin, du surnaturel. En latin, monstrum vient de monere, qui signifie avertir, prévenir. Les monstres sont le signe que les dieux sont mécontents. Ils sont un déséquilibre dans l'état naturel des choses.
On va longtemps associer le concept de monstre à la difformité, et on peut difficilement aborder le concept sans parler de l'ostracisation qu'il crée, et qui durera de l'Antiquité au cirque Barnum. Tous les monstres ne représentent pas des personnes avec des handicaps visibles, mais le concept de monstre va servir tout au long de l'histoire à se moquer et à rejeter ces personnes. On retrouve par exemple cette idée dans la mythologie grecque avec le Minotaure, enfermé dans un labyrinthe, caché du monde, tel l'affront à la nature qu'il est. Mais si cet aspect social du concept de monstre comme vecteur des discriminations est très important, ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Les monstres sont des personnifications des peurs. La peur de la différence en fait partie, mais ce n'est qu'un tout petit pan de l'éventail des possibilités. Le monstre est un moyen d'expliquer l'inexplicable, une tentative de se rassurer, voire même parfois de lutter contre ce qui est hors de notre contrôle. Une gousse d'ail, une pincée de sel, de l'argent, dans le folklore monstrueux, on trouve généralement des rituels et des méthodes pour vaincre les monstres, surmonter les peurs. Et la méthode la plus répandue, à travers les époques et les endroits, c'est la religion. Un crucifix, une amulette, un attrape-rêve, une prière, la religion se présente souvent comme la réponse aux monstres, la solution pour apaiser les peurs. Rien que dans la religion catholique, nombre de saints ont vaincu des dragons ou chassé des serpents. Hercule était un chasseur de monstres dans le panthéon gréco-romain, et nombre de yokai peuvent être repoussés à l'aide d'une prière au Bouddha. Ce rapport entre religion et monstre, entre sacré et horreur, on le retrouve évidemment dans le genre. Que ce soit l'Exorciste ou Conjuring, un grand nombre d'histoires d'épouvante utilisent les prêtres et les médiums comme un rempart entre le monde naturel et le surnaturel. Le problème, c'est que tous les monstres ne sont pas surnaturels. La nature recèle une menace tangible qui n'a que faire des prières, qu'aucun crucifix n'arrêtera et qui n'attend qu'une bonne occasion pour frapper. Et quand on se retrouve face à lui, tétanisé, on ne peut que se rendre à l'évidence. Qu'il a de grands yeux, qu'il a une grande bouche, qu'il a de grandes dents. Le loup, parfois appelé grand méchant loup, est l'un des plus anciens monstres de la littérature. Déjà présent à l'Antiquité, 7 siècles avant notre ère dans les fables d'Ésope, et notamment celle de son garçon qui criait au loup. Oui, c'est de là que vient Usopp dans One Piece, Oda vous cultive en douce depuis 1998. Le prédateur est un incontournable des histoires pour effrayer les enfants, sans doute depuis bien avant les premières traces écrites de ces histoires, dont la tradition orale doit remonter à plusieurs millénaires. Il faut imaginer que dans la vie des premiers humains sédentaires, une bête au croc acéré qui vient dans la nuit s'en prendre à vos troupeaux, voire à vos enfants durant les mois de disette, ça devait être une phobie assez répandue. Comme je l'ai dit, être une proie qui peut être dévorée à la merci des bêtes sauvages, c'est une peur primaire. Bien évidemment, les fables font peur, mais elles servent aussi à faire passer un message, une morale. Ne crie pas au loup pour rien, sinon plus personne ne viendra quand il sera vraiment là pour te dévorer. La leçon est facile à retenir, on peut y voir une forme de prévention. Mais le grand méchant loup se personnifie aussi dans les fables. Loin d'être un simple animal, il vient frapper à la porte des chevreaux, trempe sa patte dans la farine pour les tromper, il fait preuve de ruse et de malice. Je sais pas si vous avez déjà vu des loups, mais la conversation c'est pas forcément leur point fort. Et c'est là que la figure du loup devient plus métaphorique que figurative. Le prédateur qu'il représente n'est plus un animal qui agit par instinct, c'est un être conscient, calculateur, prêt à tous les tours pour dévorer ses proies. Le grand méchant loup est un homme. C'est l'inconnu à qui il ne faut pas ouvrir la porte au milieu de la nuit. C'est l'ennemi qui détruit les maisons trop fragiles. C'est le prédateur qui se déguise pour attirer les petites filles dans son lit. Encore une fois, le monstre représente de nombreuses peurs humaines. Mais pour le super prédateur d'un écosystème, il ne reste qu'un véritable prédateur. L'homme est un loup pour l'homme. Et c'est ce que le grand méchant loup représente dans la majorité des histoires. Ces fables, traditions orales qui ont traversé les siècles comme des avertissements ancestraux, nous préviennent de ce loup et nous disent comment s'en protéger. Ne pas ouvrir la porte, construire des maisons en briques, ne pas parler aux inconnus. Parfois le loup porte un autre nom. C'est un ogre ou une sorcière. Une vision déformée de l'homme et de ses vices. Mais peu importe en quoi il se déguise, l'homme reste l'homme. Il est dangereux non pas car il est surnaturel, mais parce qu'il appartient au monde naturel. Aucune prière ne peut protéger le petit chaperon rouge. Il faut l'intervention d'un chasseur courageux. Mais au moins le chasseur et le loup sont égaux, ils appartiennent tous les deux au monde naturel. Imaginez cependant si le loup, l'homme, dépassait les limites de sa condition. Si le monstre naturel se retrouvait doté de pouvoirs surnaturels. Vous vous retrouvez alors dans l'horreur gothique. Le roman gothique apparaît à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. Il se caractérise dans la forme par son ambiance lugubre, sombre et mystérieuse. Imaginez un vieux château, en haut d'une falaise, par une nuit de pleine lune, avec de la brume. Voilà, l'ambiance est posée.
Ce courant a eu tellement d'influence sur l'horreur en général que ces grandes figures sont devenues des clichés. Dracula, la créature de Frankenstein, le Dr Jekyll et Mr Hyde, le loup-garou, Dorian Gray. Aujourd'hui, ce sont des personnages stock qui profitent d'être dans le domaine public pour apparaître dans toutes les histoires d'horreur qui s'inspirent de ce courant. On peut y voir une véritable mythologie qui sera immortalisée au XXe siècle par le cinéma américain et britannique, et notamment les fameux films d'Universal et de la Hammer. Mais le roman gothique, c'est surtout une réponse à un changement profond dans la compréhension du monde par l'homme. Ce n'est pas anodin que ce type d'histoire apparaisse en parallèle de la révolution industrielle, quand l'humain s'extirpe via la technologie de sa condition naturelle. Ce n'est pas pour rien que le roman phare du courant gothique est Frankenstein de Mary Shelley, l'histoire d'un scientifique qui brave l'ordre naturel pour donner vie à sa fameuse créature. On retrouve le personnage du scientifique dans Dr Jekyll et Mr Hyde, ou encore l'homme invisible, victime de leurs propres expériences cette fois-ci. Ici, on se pose la question du potentiel de l'homme moderne. Avec la science, le monstre dépasse ses limites et n'en devient que plus monstrueux. La science n'est pas le seul vecteur de surnaturel dans l'horreur gothique, évidemment. Dracula ou le loup-garou ne sont que des mises à jour de traditions folkloriques, mais le résultat est le même. On prend l'homme et on repousse son potentiel afin de le rendre plus dangereux et donc plus terrifiant. Mais fondamentalement, les monstres gothiques sont humain. Un vampire est un homme immortel qui se nourrit des autres. Un loup-garou, évolution évidente du concept du grand méchant loup, c'est le potentiel de violence bestiale d'un homme qui se déchaîne. Le vampire va d'ailleurs se teinter au fil du temps d'un certain érotisme, reprenant l'idée de prédateur sexuel du grand méchant loup et lui apportant une élégance moderne. Le loup était un prédateur bestial et violent, contrôlant à peine ses pulsions. Le vampire, lui, est un noble, un seigneur bien habillé, hypnotique et séducteur. Avant de mordre sa victime, il va la séduire pour qu'elle l'accompagne volontairement. D'ailleurs, l'un des archétypes de l'horreur gothique, c'est la jeune ingénue, pure et innocente, qui va être confrontée à ces monstres surnaturels. Dans le roman gothique, le surnaturel est une tentation, mélange de tradition chrétienne et d'une réaction aux avancements sociaux et technologiques de l'époque. Les monstres gothiques représentent des tabous, des interdits. Ce n'est pas pour rien que le vampire va devenir une icône, d'abord pour la libération sexuelle des femmes, puis pour la communauté LGBT. On a d'un côté des peurs qui s'expriment à travers ces monstres, mais ces peurs nous attirent. Le danger, le mystère, la transgression, ce sont des facteurs importants de cette littérature et de cette époque où le monde occidental est en pleine transgression, souvent violente, de l'ordre naturel. Dracula est peut-être un monstre, mais on le comprend. Il est immortel, mais il désire. Il blesse, enlève, séduit, tue. Peu importe à quel point ses intentions sont mauvaises, elles restent dans le domaine de l'humain. On comprend comment son esprit fonctionne. Et on peut le vaincre, même temporairement, que ce soit avec de l'ail, un pieu en bois ou ce bon vieux Jésus sur sa croix. L'horreur gothique n'est pas insurmontable. On y trouve d'ailleurs souvent des héros qui sont là pour sauver la jeune ingénue et s'assurer que tout est bien qui finit bien. Tant qu'on peut le comprendre, on peut le vaincre. Et de ce constat va naître une nouvelle forme d'horreur, celle que l'on ne peut ni vaincre, ni comprendre. L'horreur cosmique fait partie de ces rares genres dont on peut attribuer la paternité à un seul auteur. Howard Phillips Lovecraft, né en 1890 à Providence dans l'état de Rhode Island, est une figure majeure de l'horreur moderne. C'est aussi une figure très controversée politiquement. C'est assez documenté qu'il était ouvertement raciste dans sa jeunesse, qu'il était initialement plutôt pro-Hitler et qu'il était pour la suprématie blanche. C'est un autre type d'horreur. Au moins, il y a une thématique. Mais bon, l'avantage, c'est que le genre d'horreur qu'il a créé se base sur des concepts qui dépassent l'homme et l'humanité, et donc les histoires de Lovecraft ne parlent pas de race. Et c'est tant mieux. Dans l'horreur cosmique, l'homme n'est plus le prédateur. Il n'est d'ailleurs pas non plus une proie. Il est un insecte sur lequel on marche sans s'en rendre compte. L'homme est insignifiant. C'est la réalisation que nous sommes minuscules au sein d'un cosmos gigantesque qui n'a que faire de nous et face auquel on ne peut rien. Cthulhu n'est ni bon ni mauvais. Il existe au-delà de nos concepts de moralité. Il n'y a rien que l'on puisse faire face aux divinités eldritchiennes. Nous ne sommes rien. C'est la suite logique de l'horreur gothique. Tandis que la science avance, que l'on découvre de plus en plus de choses sur l'univers qui nous entoure, on réalise à quel point on est ignorant, à quel point cet univers nous dépasse et à quel point même nos civilisations ne sont rien. Face aux forces cosmiques, nous sommes insignifiants. Nous sommes des fourmis sur un minuscule caillou tournant dans le vide intersidéral. On peut se faire écraser du jour au lendemain et on ne saura jamais pourquoi car les raisons cosmiques nous dépassent totalement. Ni la science ni la religion ne peuvent nous rassurer car ce sont des inventions humaines et que l'humanité n'est rien. Heureusement, on est tout à fait capable de prétendre l'inverse et d'inventer des horreurs à échelle humaine pour nous occuper, comme le racisme ou le meurtre en série. C'est un autre pan de l'horreur qui va naître dans le monde moderne à l'aide de cette invention relativement récente qu'est la presse. Il y a toujours eu des gens qui tuent plein de gens.
Genre bien de chez nous, Gilles de Rais qui au XVe siècle a été jugé pour avoir agressé et tué plus de 140 enfants. 140, c'est l'estimation basse, certains historiens pensent que ça va jusqu'à 800. Mais à la fin du 19e, il y a quelque chose de nouveau. Le journalisme jaune, c'est-à-dire les tabloïds, les journaux à sensation. Cette presse à scandale va rapidement s'emparer d'une affaire sordide de meurtre en série ciblant des prostituées du quartier de Whitechapel à Londres. Jack l'Éventreur terrorise le monde entier et est le précurseur d'un archétype criminel moderne, le tueur en série. Il n'y a rien de nouveau encore une fois dans l'horreur d'un humain qui s'en prend à d'autres humains. C'est le retour du grand méchant loup. Mais maintenant, avec l'avènement de la médecine légale et des méthodes d'enquête modernes, on peut essayer de retrouver le loup avant qu'il ne disparaisse dans sa tanière. Et plus la presse va médiatiser ses crimes et ses traques, plus la peur du serial killer va se cristalliser dans la société occidentale et donc devenir un classique de la fiction. Le genre du slasher est son expression la plus basique puisqu'on va suivre un tueur, plus ou moins surnaturel, en pleine série de meurtres plus violents les uns que les autres. Mais on va aussi voir apparaître le genre du thriller psychologique où le tueur en série est un véritable maître des échecs qui joue avec la police, souvent le FBI, dans un jeu élaboré du chat et de la souris. On évitera juste de mentionner la réalité statistique qui est que les tueurs en série sont majoritairement caractérisés par de faibles capacités cognitives et que ce qui les rend difficiles à attraper, c'est souvent un travail bâclé des autorités locales qui vont minimiser les affaires pour éviter la panique, mal s'y prendre pour relever les traces ADN et autres preuves, car ils ne sont souvent pas à jour sur les procédures d'enquête scientifique, et aussi le fait que la majorité des victimes sont des personnes précaires et marginales, souvent des sans-abri ou des travailleuses du sexe, qui ne valent pas la peine d'engager des moyens trop importants. Mais bon, ça ferait pas de super film d'horreur. Et maintenant je vais beaucoup plus parler de films parce que le XXe siècle en horreur, même s'il y a de super bouquins, ça va quand même majoritairement se passer au cinéma. L'horreur s'invite très rapidement au cinéma. Dès 1896, Georges Méliès réalise Le Manoir du Diable, mettant en scène Méphistophélès qui s'adonne à sa magie noire. Et même si la forme très sommaire de ce film le rend difficilement effrayant pour des audiences modernes, on y retrouve quand même des piliers du genre. Du jumpscare, le pouvoir de la religion chrétienne pour repousser les démons, ou encore une idée qu'on retrouvera jusque dans le Shining de Kubrick, avec un homme qui est sur le point d'embrasser une jeune femme quand elle se transforme soudain en vieille sorcière. Précurseur, je vous dis. Dans les années 20, les expressionnistes allemands vont réaliser Le Docteur Caligari et Nosferatu, des classiques de l'horreur qui suivent la trace de Méliès en mettant en scène l'horreur gothique. Thématiquement, il n'y a pas grand chose de nouveau, le cinéma est dans son enfance et marche bien dans les traces de la littérature. Mais la mise en scène de ces deux films va codifier l'esthétique de l'horreur au cinéma. Et même si un bon bouquin ça peut faire frissonner dans les chaumières, une image vaut 1000 mots. Et quand le son arrive au cinéma, on peut avoir l'image et les 1000 mots. Dans les années 30, le cinéma d'horreur continue dans sa lancée gothique avec Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, La Momie, L'Homme Invisible. C'est là que le cinéma d'horreur prend sa place de divertissement par la recherche du frisson. Dans le cinéma d'horreur, Jonathan Penner et Stephen J. Schneider supputent que ce besoin de divertissement avec de l'horreur de grand spectacle est né d'un traumatisme du public américain après la Grande Dépression de 1929. Cette horreur gothique construite autour des fameux monstres universels, c'est paradoxalement un refuge face à l'horreur terne et impitoyable d'une économie qui s'effondre et de la guerre qui gronde. Après la Seconde Guerre mondiale, le cinéma d'horreur va prendre un autre rôle, représentant à l'écran les peurs de l'époque et notamment la peur de la guerre nucléaire, pensez Godzilla, la peur du communisme notamment avec l'invasion des profanateurs de sépultures, ou encore la peur de la science expérimentale avec La Mouche Noire. C'est donc la science-fiction horrifique qui s'impose dans les années 50, tandis que les monstres gothiques sont relégués à des séries B, des comédies horrifiques, et donc deviennent complètement décrédibilisés. Le monstre, qu'il soit joué par Boris Karloff, Bela Lugosi ou Christopher Lee, n'est plus une figure terrifiante et métaphorique. C'est une icône très comparable aux super-héros de comic books. D'ailleurs, il y aura un paquet de crossovers qui renforceront cet aspect franchisé des monstres. Encore une fois, il va falloir revenir à la source. L'homme en tant que monstre. Et c'est en 1960 qu'Alfred Hitchcock va ramener l'horreur dans la réalité avec Psychose. Pas de monstres fantastiques, pas de château lugubre, mais un motel perdu et un jeune homme aux pulsions meurtrières. Évidemment, l'actualité est passée par là. Norman Bates est directement inspiré du véritable tueur en série Ed Gein. Mais la nuance avec l'idée classique que le monstre c'est l'homme, c'est ici qu'on essaye d'expliquer comment l'homme est devenu monstre. Ici via sa relation abusive avec sa mère, le cinéma s'emparant des théories psychanalytiques très en vogue à l'époque, notamment puisqu'elles sont utilisées par les enquêteurs du FBI qui poursuivent les serial killers. Mais s'il y a bien un genre qui va naître dans les années 60 et devenir le porte-étendard de l'homme est le véritable monstre, c'est le genre du film de zombies. Je vais pas m'étendre trop parce que c'est un sujet qui mérite sa propre vidéo, mais en 1968, George Romero réalise La Nuit des
des morts-vivants. Le monstre, c'est l'homme puisque le zombie est un monstre humain, mais aussi parce que l'histoire se construit autour des interactions entre les vivants, qui font eux aussi preuve de monstruosité en essayant de survivre. Et d'ailleurs, le film se terminera non pas par la mort du héros dévoré par des zombies, mais bien abattu par les autorités. Dans les années 70, l'horreur va vraiment s'imposer comme commentaire sur la société et son évolution. L'Exorciste, qui nous présente une rupture entre l'ancien monde religieux et strict et les nouvelles générations, Massacre à la tronçonneuse, qui malgré sa réputation de slasher décérébré présente une critique ouverte du capitalisme et de la modernisation qui délaisse les populations rurales, les films de Wes Craven, qui remettent en question la structure familiale traditionnelle et en fait une source d'horreur, en miroir de la société américaine qui vit dans le déni de ses contradictions, le Halloween de Carpenter fera de même en introduisant l'horreur dans les suburbs, les banlieues résidentielles où s'est réfugiée la classe moyenne. Les années 70 se termineront sur une œuvre plus viscérale qui va matérialiser les violences sexuelles sous la forme du xénomorphe Alien de Ridley Scott. On y retrouve encore le commentaire social avec des héros prolétaires, routiers de l'espace, victimes d'une force de la nature, oui, mais surtout du capitalisme et de la recherche insensée du profit au détriment de leur vie, avec le personnage de Ash qui est tout autant antagoniste que l'alien éponyme en suivant les ordres de la compagnie. Alien est un bon repère pour l'évolution de l'horreur au cinéma puisqu'avec l'arrivée des années 80, la présidence Reagan et l'explosion des blockbusters, d'ailleurs le premier blockbuster, Les Dents de la Mer, est un film d'horreur, on va retrouver la quête de divertissement des années 30. Suite au crash pétrolier de 1973, le public s'éloigne des critiques acerbes de la société et part en quête de spectacle. On commencera tout de même les années 80 avec le fameux Shining de Kubrick, qui reste dans la lignée des années 70 avec son protagoniste alcoolique servant de métaphore aux violences conjugales. Mais après ça, le grand public va se tourner vers des films moins sérieux et plus divertissants. The Thing de Carpenter sera un échec commercial, tandis que les franchises de slasher, désormais vidées de leur substance et transformées en spectacle gore, pullulent. Alien devient Aliens, un blockbuster d'action où on éclate les xénomorphes à l'appel, bien loin de l'horreur claustrophobe de l'original. L'horreur psychologique n'a plus le vent en poupe durant les années Reagan-Thatcher. Il faudra attendre la fin de la guerre froide pour retrouver un cinéma d'horreur à succès vraiment horrifique et pas juste un fond sonore pour bouffer du popcorn et essayer d'emballer Jennifer après le lycée. Comme s'il s'agissait d'un rituel, le cinéma d'horreur revient avec un tueur en série dans Le Silence des agneaux en 1991. Deux tueurs en série d'ailleurs, entre Buffalo Bill et Hannibal Lecter. L'horreur des années 90 est à nouveau un vecteur de commentaires sur l'évolution de la société. Le glaçant Candyman en 92 parle de l'intégration des minorités afro-américaines. Entretien avec un vampire en 94 va établir dans les consciences une connexion nouvelle entre la figure du vampire et l'homosexualité. Les avancées très rapides de la technologie et surtout des médias vont également marquer cette période du cinéma d'horreur. Dans Ring, c'est une cassette vidéo qui sert de vecteur au monstre. Le projet Blair Witch utilise la popularité grandissante des caméscopes personnels pour donner ses lettres d'honneur au found footage, jusqu'alors plutôt associé à des snuff movies de mauvais goût comme Cannibal Holocaust. L'horreur des années 90 est très psychologique, s'éloignant du gore à outrance des slashers des années 80. Le slasher a d'ailleurs tellement perdu en popularité que Wes Craven parodie le genre dans son fameux Scream. On a alors l'impression que l'horreur de spectacle est loin derrière nous, qu'on est prêt à avoir une introspection sur qui nous sommes et notre société. Puis deux avions frappent en plein cœur de New York. Il y a inévitablement un rôle joué par l'actualité, les médias et la technologie dans ce qui nous fait peur. Mais même les médias ne sont qu'un reflet de ce que nous, humains, faisons sur cette terre. Et il y a un point qui me frappe aujourd'hui sur le cinéma d'horreur du début des années 2000. Déjà parce qu'il est marqué par une forte absence de monstres fantastiques. Et aussi parce que, ayant grandi dans ces années et ayant été un ado très fan de cinéma d'horreur sans doute beaucoup trop tôt pour mon bien, j'ai consommé cette période très particulière sans me poser plus de questions que ça. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte de quelque chose de viscéral, voire de vicieux dans le cinéma d'horreur, surtout américain, post-2001. Contrairement aux années 30 et 70, c'est pas un crash économique qui va pousser les gens à vouloir de l'horreur plus divertissante. C'est l'attaque terroriste la plus spectaculaire et traumatisante de l'histoire. Déjà par son ampleur, mais aussi par les images. Et quand on regarde les gros succès d'horreur du début des années 2000, il y a quelque chose de frappant avec le recul. Notamment les franchises Saw et Hostel, ce qu'on appelle le torture porn. Le gore du début des années 2000 n'est plus une effusion kitsch de faux sang comme dans les slashers des années 80. C'est un gore plus réaliste qui est fasciné par la douleur et la destruction des corps. Et je pense que beaucoup de gens de ma génération se souviennent des premières vidéos qui tournaient sur les premiers portables capables de lire des vidéos. C'était des vidéos de torture, d'exécution, soit par Al-Qaïda, soit par l'armée américaine. Des vraies vidéos, pas de la fiction. Et ces images, elles ont beaucoup tourné durant ces années-là, propagées par un internet encore très peu contrôlé. C'est pour ça que je vois quelque chose de vicieux dans cette période du cinéma d'horreur qui soudain veut représenter du gore réaliste. Parce que les vraies images tournaient.
que des enfants y avaient accès. Cette violence crue, elle reflète une époque et un état d'esprit. Pour beaucoup, ces vidéos réelles étaient un exutoire face au traumatisme des attentats, soit parce qu'elles présentaient la barbarie de l'ennemi, soit parce qu'elles offraient la juste vengeance des alliés. Et au cinéma, on retrouvait cette violence à peine digérée. Elle était présentée dans un autre contexte, mais elle était bien présente dans les consciences. Parce que pour la première fois, le monstre n'était pas caché dans les bois à attendre sa proie. Il était visible aux yeux de tous, on ne pouvait pas ne pas le voir. Que ce soit les attentats, les vidéos de torture, les journaux télévisés, l'horreur était réelle, tangible et teintée d'un certain voyeurisme. Je pense aussi que c'est pas anodin que le fan footage connaisse un essor dans les années 2000. Avoir la caméra dans la diégèse, qui joue ce rôle voyeur, c'est un reflet du public qui, qu'il le veuille ou non, est témoin des violences de l'âge moderne. Et je pense que cette période post-2001 évolue de façon très visible durant la renaissance du film de zombies. En 2002, 28 jours plus tard est un film réaliste, pessimiste, marqué par des antagonistes militaires. En 2007, sa suite, 28 semaines plus tard, est bien plus optimiste. Les héros se révoltent face aux militaires, on suit une famille qui essaye de survivre. Bref, le zeitgeist a changé. À la fin des années 2000 et au début des années 2010, on repasse dans un cycle d'horreur psychologique et sociale, surtout en Corée. Et durant les années 2010, on voit apparaître une sorte de cinéma d'horreur à haut concept. Des films comme Mr. Babadook, It Follows, Get Out, qui sont respectivement des analogies du deuil, des maladies sexuellement transmissibles, du racisme. Le monstre n'est plus un homme, c'est l'homme dans son ensemble. L'expérience humaine, la société, les systèmes en place. Tandis qu'on fait face à une remise en question de tout le système capitaliste face aux crises climatiques, économiques, sociales, que les démocraties libérales sont en péril, que les crises s'enchaînent au point où une sorte d'apathie civilisationnelle s'installe, nourrie par des algorithmes qui font tout pour capter notre attention à tout prix. L'horreur aussi remet les bases en question aujourd'hui, et on peut trouver tout type de remise en question. Par exemple, en 2022, Barbarian semble utiliser Airbnb comme prémisse à son horreur, avant d'offrir une remise en question de la masculinité réganienne, de la violence qu'elle inflige aux femmes, et de comment elle a évolué sans vraiment changer dans la masculinité contemporaine. En dehors du cinéma, on observe d'ailleurs quelque chose de très similaire avec l'horreur Internet. Le lien entre évolution des médias et histoire d'horreur est très évident sur le web. Ça commence de façon très sommaire avec les fameuses chaînes d'email. Si tu n'envoies pas ce courriel à 10 autres personnes, je vais venir t'étrangler dans ton sommeil. Ensuite, avec l'apparition des forums, c'est les creepypastas, des textes d'horreur à copier-coller. Puis les vidéos se démocratisent et on a le classique jump. Puis les vidéos de creepypasta, Slenderman, Ben Drowned. L'horreur internet a cet aspect particulier d'être à l'image des réseaux. Détaché de ses auteurs, copier, coller, modifier, partager, ce sont des mèmes au même titre que ceux qui sont censés faire rire ou propager des idéaux politiques. Plus récemment, on a vu l'apparition des fameuses backrooms, ces bureaux vides dans lesquels on glitch. On voit ici l'influence du jeu vidéo sur les esprits, mais aussi une façon de digérer le traumatisme des confinements liés à la pandémie. Ces espaces normalement habités qui se vident, surtout des lieux de travail dans le monde de l'entreprise privée, il y a à la fois une réaction aux images des confinements, mais aussi une sorte d'angoisse post-apocalyptique, comme si ce monde des backrooms, et donc de l'entreprise, était déjà mort. Un sous-genre des backrooms, c'est aussi ces vidéos de dimensions parallèles ou de voyageurs temporels qui se baladent dans les grandes villes du monde complètement vidées, et c'est le même écho, cette peur que le monde qu'on connaissait soit arrivé à sa fin et qu'on ne s'en soit juste pas encore rendu compte. L'horreur internet, comme celle du cinéma, apporte une réflexion plus ou moins consciente sur le monde dans lequel on évolue. Mais attention, il n'y a rien de nouveau dans cette démarche. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Quel est le rôle de l'horreur ? Ce rôle, il n'a jamais changé. Depuis l'enfant qui criait au loup, l'horreur a toujours été un moyen de prévenir le danger par la peur. Que ce soit une histoire pour apprendre aux enfants à ne pas ouvrir la porte aux inconnus ou bien un commentaire social sur les dangers de la société de consommation, l'horreur est toujours chargée de morale. Que ce soit une morale conservatrice comme celle des slashers qui, malgré leur forme transgressive, colportent des clichés très traditionnels, notamment le fameux Death by Sex qui assure que 2 adolescents ayant des rapports sexuels se garantissent une mort certaine, ou une morale progressiste comme dans Parasite et sa démonstration pratique de la lutte des classes et de comment l'accumulation des richesses déshumanise autant ceux qui en sont privés que ceux qui en profitent. Si la fiction fait toujours passer un message, consciemment ou inconsciemment, l'horreur est sans doute le genre le moins subtil à ce sujet. Certaines œuvres ont un message clair, d'autres reflètent l'ère du temps qui les a vus naître, mais l'horreur sert toujours à souligner un problème, à nous rappeler qu'il y a un monstre. Généralement l'homme, parfois la nature, souvent le surnaturel, et j'ai même pas parlé du nombre d'histoires où le monstre c'est nous-mêmes. Le fait est que j'ai omis énormément de choses, cette vidéo ne se veut pas exhaustive. J'ai donné beaucoup d'exemples et j'ai couvert énormément d'aspects d'un sujet extrêmement large. Mais ce que j'avais en tête, c'était d'illustrer comment l'horreur est un reflet de notre psyché en tant qu'individu, mais également en tant que société.
Y a pas Frankenstein sans la révolution industrielle. Y a pas l'exorciste sans la révolution culturelle. Y a pas le film Ça sans l'obsession nostalgique actuelle pour les années 80, durant lesquelles a été écrit le livre Ça et son obsession nostalgique pour les années 50. L'horreur a toujours été un moyen de cristalliser et de visualiser les peurs d'une époque. C'est presque thérapeutique, on y trouve l'esprit du temps. Et si certaines peurs sont intemporelles, ce qui permet à l'horreur de toujours respecter certains codes, surtout dans sa forme, d'autres sont bien propres à un endroit, un moment, une culture, une société. Ainsi, elle joue un autre rôle fascinant, celui de témoin de son contexte. Quand on regarde avec du recul l'horreur d'une époque, comme j'ai pu le faire avec les films d'horreur des années 2000, on trouve une compréhension de l'état d'esprit général de la culture de cette époque. L'horreur est ainsi une fenêtre sur l'inconscient collectif. Et c'est pour ça que ça restera à jamais mon genre préféré. Oui, j'aime bien les frissons et les sensations. Mais quand on a bouffé du film d'horreur en cachette à partir de 10 ans, merci les VHS, je vais pas vous le cacher, il en faut beaucoup pour me faire peur. Donc ce qui me reste et ce qui me passionne dans ce genre, c'est ça, c'est ce rôle. Les messages que l'horreur fait passer, les traces de son contexte historique, géographique et social. Ce qui m'intéresse, c'est ce que l'horreur raconte sur ceux qui la racontent. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un énorme merci à CyberGhost VPN, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé pour profiter de la réduction de 83% et des 4 mois gratuits. Protégez vos données de navigation pour 2 € par mois seulement. Vous aurez peut-être remarqué que cette saison, mon rythme de vidéo est un peu ralenti par rapport à avant. J'ai toujours essayé de sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Là, on est plus proche d'une vidéo par mois. Le problème, c'est que je consacre beaucoup de temps à ma recherche de logement et c'est pas facile parce que j'ai un statut auto-entrepreneur. Autant dire que mon dossier a du mal à passer. Donc je tiens à vraiment sincèrement remercier les personnes qui soutiennent la chaîne, que ce soit directement sur YouTube ou sur Patreon. C'est grâce à vous que je peux continuer malgré ce rythme ralenti et prendre le temps de faire de bonnes vidéos dont je peux être fier. Un énorme merci à Morgan Campouillou, Arnaud Billeradi, Laetitia Femtom, Iwan R, le maître du Doliprane, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Elayan, Manuel, Aegolius, Emma Naïm, Arthur Burger, Zakaz, Encre de Sel, Salariel M, Orionas, Jalvorondil, Super Jésus 2, Azerxim, Acetix, Léov, Jogi en Jogging, Alikos, John M, Aristide Lagoupi, Sanosferatu, Oscar K, Jérôme Baphomat, Lust de Lost, M, Electric. Du coup, on se retrouvera en novembre pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est peut-être le moment de l'envisager. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé jusqu'ici, la batterie de la caméra est en train de mourir, je vous fais des bisous, à très bientôt, Tropper, out.